Chers téléspectateurs, bonjour. L'intitulé de notre séance aujourd'hui est le suivant: Recherche des idées, élaboration du plan. Rappelons d'abord le sujet que nous avons planifié, compris et analysé l'autre jour. Certains disent « Le poète ne nous parle pas de nos préoccupations. Il ne nous conduit pas non plus à la vérité. Il ne peut se libérer de son passé. » À votre avis, ce jugement vous paraît-il équitable? La poésie est-elle uniquement l'expression d'un individu? Vous développerez votre point de vue sur la question en vous référant à vos lectures et en appuyant votre argumentation par des exemples pertinents. Vous savez bien que la recherche des idées se fait en deux temps. Il faut d'abord explorer les mots-clés et les expressions qui traduisent la pensée de celui ou ceux qui ont émis un jugement et qui ont apporté une affirmation, avant d'apporter soi-même sa propre contribution. Et vous savez également que nous avons déjà travaillé lors d'une étape antérieure l'exploration, l'interrogation des mots-clés. Il y a eu donc interrogation, il y a eu donc travail sur les sous-entendus et les implications de ces mots dans la totalité de l'énoncé, du genre de quoi s'agit-il, de qui s'agit-il, comment les gens qui ont énoncé l'affirmation voient-ils les choses, sur quel ton cette affirmation est-elle énoncée, pourquoi affirment-ils de pareils propos, dans quelle mesure ils ont raison, jusqu'où peut-on souscrire à leur jugement. Il nous faut donc rechercher des arguments, car sans les arguments, appuyés bien sûr par des exemples pertinents, toute opinion serait gratuite. Les arguments donnent force au point de vue des gens qui ont émis un jugement et à la thèse adverse. Après la recherche des idées, nous devons regrouper celles qui peuvent appuyer la thèse soutenue par cette catégorie de gens et celles qui sont en faveur de l'opinion adverse. Nous devons donc trouver des arguments contraires en nous identifiant à un adversaire, à une personne qui soutiendrait le point de vue adverse. Commençons alors par la recherche d'idées pour la thèse numéro 1, à savoir l'affirmation de certains gens. Nous allons appeler cette thèse grand A et nous allons lui donner comme titre « Le poète ne parle que de ses sentiments, il est prisonnier de son passé, sa poésie n'est que revendication du jeu, du moi ». Essayons de trouver des exemples pour cet argument. Nous prenons comme exemple, les exemples que nous allons donner ne sont pas ordonnés. Essayons de donner comme exemple le lac du Bourget, qui est le confident de la douleur ressentie par Alphonse de Lamartine. Le poète est au rendez-vous, mais Julie Charles, la jeune femme dont il est tombé amoureux, n'est pas là. Et nous pouvons citer quelques vers: ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez, belle nature, au moins le souvenir. Exemple 2. Paul Verlaine peint son cœur blessé dans Chanson d'automne. Il pleure en se souvenant des jours anciens, les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Exemple 3. En évoquant le souvenir de son premier amour, le poète Victor Hugo met en relief son passé. Dans le poème intitulé Hermina, il évoque son adolescence. J'entrais dans ma 13e année aux feuilles vertes, jardin, croissance obscure et douce du printemps,
et j'aimais Hermina dans l'ombre. Elle avait certes 8 ans. Et dans la coccinelle, le poète des contemplations évoque aussi un souvenir de jeunesse et revendique le jeu. J'aurais dû, mais ça joue fou, à 16 ans on est farouche, voir le baiser sur sa bouche plus que l'insecte à son cou. Exemple 4. Le fou d'Elsa, s'adressant à la femme qu'il aime, lui dit « Donne-moi tes mains que mon cœur s'y forme ». Et Jules Supervielle affirme que l'amour l'emporte sur la séparation et la distance. Exemple 5. Si Ronsard rend hommage à Marie défunte, si Rimbaud se révolte contre la mort, Supervielle, lui, rend à la vie un perpétuel hommage et se réconcilie avec la mort. Je te donne la mort pour sa grande clémence et pour son contenu qui ne peut pas finir. Exemple 6. Maurice Fombeur, dans Poète d'aujourd'hui, exprime ses sentiments et dévoile son état d'âme. Je marche sans arrêt, perclus de solitude. Et dans La nuit de mai, de Musset, nous lisons « Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Qu'ai-je donc en moi qui s'agite, dont je me sens épouvanté, ô solitude, ô pauvreté ?» Exemple 7. Paul Éluard évoque dans sa poésie la douleur causée par la mort, et on peut également parler de Victor Hugo lorsqu'il parle de la mort de sa fille Léopoldine. On peut parler également de l'amour et de l'expérience amoureuse de Louise Labbé ou de Pierre de Marbeuf. Voici donc quelques exemples et quelques idées pour la thèse numéro 1. D'autres idées peuvent bien sûr nous assaillir, d'autres poètes également. Il suffit donc de feuilleter le manuel scolaire. Apollinaire, Baudelaire, Mallarmé, André Chénier, José Maria de Heredia, et on ne peut les citer tous. L'essentiel n'est pas d'étaler ses connaissances, mais de trouver des exemples pertinents et précis pour asseoir les deux thèses. Essayons maintenant, si vous voulez, de rechercher les idées qui puissent remettre en cause l'affirmation, c'est-à-dire aux arguments que nous venons d'avancer, trouvons des contre-arguments. Alors, tout à l'heure, nous avons appelé la thèse 1 grand A, maintenant nous allons appeler la thèse 2 grand B. C'est la thèse adverse. Que dit la thèse adverse? Elle soutient l'idée que le poète vise à faire naître des sentiments collectifs. La poésie est engagement, solidarité, résistance. Elle est l'expression de l'humanité. Nous pouvons prendre comme exemple celui de Victor Hugo et de Lamartine. Les deux poètes ont exercé des responsabilités politiques. Ils ont joué un rôle de symbole, de phare dans les événements sociaux et politiques graves. Le premier demeure profondément engagé dans les châtiments. Bien sûr, les châtiments, c'est une brillante et parfaite illustration. C'est une violente satire contre Napoléon III. Le second, dans son poème très célèbre à Félix Guimardé, écrit « Puis mon cœur, moins sensible à ses propres misères, s'est élargi plus tard aux douleurs de ses frères. » Et un peu plus loin, bien sûr, dans le même poème, « L'âme d'un seul, ouverte aux plaintes de la foule. » Exemple 2. Déjeuner du matin de Prévert est le récit objectivé d'une séparation et ne concerne pas un individu en particulier. De même, La Grâce matinée, c'est un poème qui parle de la misère sociale en général. Exemple 3. L'engagement de René Char, sa lutte contre la barbarie, sa poésie de combat, dans Nu perdu, le poète évoque les souvenirs de la résistance, une résistance à laquelle il a pris une part active. Il évoque également sa vie en communion avec ses compagnons d'armes. Il écrit « Je me suis uni au courage de quelques êtres ». Et dans Faction du muet, on peut également trouver cette idée. Et puis beaucoup de poètes engagés n'y ont-ils pas laissé leur vie, comme Saint-Paul Roux, Max Jacob, Robert Desnos. Ils sont morts avec leur seule arme. Ils ont combattu pour un monde meilleur et fraternel. Exemple 4. Ronsard, dans ses discours, plaide en faveur de la fin des guerres de religion à la Renaissance. Son poème Remontrance
au peuple de France en est la parfaite illustration. De même d'Aubigné dans ses tragiques et plus précisément dans Le Tyran et le Roi. Exemple 5. Écrire des poèmes n'est nullement une activité obsolète et dérisoire, coupée du monde des réalités, éloignée des préoccupations des gens. Les poètes sont des hommes d'ensemencement. N'oublions pas le quatrain sublime et indémodable, extrait des rayons et les ombres de Hugo. Le poète, en des jours impies, vient préparer les jours meilleurs. Il est l'homme des utopies, les pieds ici, les yeux ailleurs. Exemple 6. Chénier a essayé de conduire à la vérité dans Ode à Charlotte Corday, ainsi que Musset dans Le Rhin allemand. L'obsession de ces poètes était de lutter contre la tyrannie, de faire valoir la paix et la liberté. Exemple 7. Elle a vécu Myrtho, évoque la mort d'une jeune fille qui n'a rien à voir avec le poète. Exemple 8. Aimé Césaire a joué un rôle de guide malgré lui. Les peuples noirs garderont de lui le souvenir d'un militant, d'un leader qui a d'une façon acharnée travaillé à réveiller ses compatriotes et ses congénères de leur torpeur séculaire, à revivre leur grandeur passée, à leur inculquer le goût de l'action. Ma bouche sera la bouche des malheureux. Demain, à quand demain, mon peuple? Après donc la recherche des idées, on doit regrouper celles qui peuvent constituer de bons arguments en faveur de l'opinion proposée par le sujet et celles qui peuvent constituer et qui peuvent être considérées comme des contre-arguments ou, si vous voulez, des arguments contraires. Et c'est le point de vue choisi qui déterminera notre plan. Commençons d'abord par regrouper et classer les idées selon des axes générateurs. 3 axes retiennent notre attention pour la thèse numéro 1, que nous avons appelée tout à l'heure grand A. Premièrement, l'amour et le passé. Deuxièmement, la douleur éprouvée face à la mort. Troisièmement, la tristesse et l'inquiétude existentielle. 3 axes également retiennent notre attention pour la thèse numéro 2, que nous avons appelée tout à l'heure grand B. Premièrement, la poésie vise à faire naître des sentiments collectifs. Elle est l'expression de l'humanité. Deuxièmement, la poésie est engagement, solidarité, résistance. Troisièmement, la poésie est objective, non individuelle. Le tableau suivant va nous permettre de dégager facilement le plan. Grand A, thèse numéro 1. Grand 1, l'amour et le passé. On pourrait prendre comme exemple, pour étayer cet argument, l'expérience amoureuse de Louise Labbé ou celle de Marbeuf. Je vis, je meurs, je me brûle et me noie, ou les vers de Marbeuf, et la mer et l'amour ont la mer pour partage, et la mer est ta mère, et l'amour est ta mère. On pourrait prendre également le souvenir du premier amour de Victor Hugo, son adolescence, sa jeunesse dans Hermina et dans la Coccinelle, que nous avons évoqué tout à l'heure. Comme on pourrait prendre l'exemple d'Aragon, le fou d'Elsa, ou celui de Jules Supervielle. Ces 2 exemples peuvent être pris comme étant des exemples édifiants pour appuyer l'argument. Grand 2. La douleur éprouvée face à la mort. Un exemple pertinent, celui de la douleur ressentie par Alphonse de Lamartine suite à la disparition de Julie Charles. On peut citer 2 ou 3 vers du poème très célèbre Le Lac. Ronsard rendant hommage à Marie défunte, Rimbaud qui se révolte contre la mort, Supervielle qui se réconcilie avec la mort. Éluard également qui évoque dans sa poésie la douleur causée par la mort d'un être aimé. Hugo qui pleure sa fille Léopoldine. Grand 3. La tristesse et l'inquiétude existentielle. Pour illustrer cet argument relatif à la thèse numéro 1, on pourrait citer Paul Verlaine dans Chanson d'automne, lorsqu'il parle de cette langueur monotone, ou Maurice Fombeur qui dévoile son état d'âme, lorsqu'il écrit « Je marche sans arrêt
Perclus de solitude, ou Alfred de Musset dans La nuit de mai. Je passe maintenant à la thèse numéro 2, grand B. Premièrement, la poésie vise à faire naître des sentiments collectifs. Elle est l'expression de l'humanité. Pour illustrer cet argument, on peut citer le poème « Elle a vécu, Myrto », c'est la mort d'une jeune fille qui n'a rien à voir avec le poète, ou le quatrain sublime et indémodable, extrait de Les rayons et les ombres. Déjeuner du matin également, de Prévert peut servir d'exemple pour servir cet argument. De même, la Grâce matinée qui parle de la misère sociale. Grand 2, la poésie est engagement, solidarité, résistance. Pour cet argument, on peut penser à l'exemple de Lamartine et de Hugo. Tous les deux ont exercé des responsabilités politiques. On peut également l'illustrer par l'engagement de René Char, sa poésie de combat, ses souvenirs de la résistance, une résistance à laquelle il a pris une part active. On peut également citer l'exemple de Césaire, c'est un exemple très édifiant. Grand 3, la poésie est objective, non individuelle. Pour illustrer cet argument, on peut évoquer le poème intitulé « À Félix Guillemardé » de Lamartine. Lorsqu'il écrit « Puis mon cœur, moins sensible à ses propres misères, s'est élargi plus tard aux douleurs de ses frères. » On peut prendre l'exemple de Ronsard, qui plaide en faveur de la fin des guerres de religion à la Renaissance, ou celui de Chénier, qui a voulu faire valoir la paix et la liberté dans Ode à Charlotte Corday. Ainsi, nous voyons déjà se tracer le plan, qui est une nécessité. L'essai doit ressembler davantage à une démonstration mathématique qu'à une effusion lyrique. C'est la rigueur logique dont nous avons parlé lors de l'autre séance. La rigueur de l'argumentation et la cohérence sont des qualités fondamentales. Bref, nous venons de mettre en ordre les différentes idées qui nous ont assaillis et je vais maintenant vous proposer un schéma qui s'impose presque tout le temps. Nous avons donc une introduction. Que fait l'introduction? L'introduction pose le problème. Et nous avons un corps du devoir. Dans ce corps du devoir, nous allons examiner le problème et nous allons tenter de le résoudre. Et nous avons bien sûr une conclusion et la conclusion fait le bilan de la discussion. Ne serait-ce qu'en regardant, n'est-ce pas, le tableau où figurent A et B, nous pouvons dire que le sujet se prête au fameux plan dialectique. La démarche préconisée est la suivante. Après que le problème a été posé dans l'introduction, le corps du devoir va comporter 3 parties. Premièrement, la thèse. C'est la défense de la thèse soutenue par certains gens, c'est-à-dire qu'on va appuyer l'affirmation par des arguments solides et des exemples pertinents. 2, la thèse 2, ou que nous appelons antithèse, apport d'arguments opposés à la thèse défendue précédemment, et on aboutit bien sûr à une contradiction, mais ce n'est qu'une contradiction apparente. 3, synthèse. La synthèse, c'est l'établissement d'une vérité moyenne, plus nuancée, ou mieux, c'est un dépassement de la contradiction apparente à laquelle on avait abouti par l'apport d'éléments nouveaux. Mais attention, il ne s'agit pas d'une juxtaposition simpliste, ni de deux thèmes ou de deux thèses opposées, ni d'une synthèse inconsistante. Non. Reprenons, s'il vous plaît, le tableau dans lequel nous avons mis en ordre les idées, selon 2 colonnes. Une colonne pour chaque thèse. Vous voyez bien que le plan dialectique dont nous venons de parler est un plan possible. Maintenant, il s'agit de rédiger. Et lorsque moi je vais rédiger, je dois écrire des phrases. Et ces phrases sont constituées en paragraphes. Or, nous savons tous que le paragraphe est une unité de sens. C'est une unité de sens constituée par plusieurs phrases.
dont la première commence par un alinéa, c'est-à-dire un décrochement vers la droite par rapport à la marge, et dont la dernière se termine par un point à la ligne. L'usage du paragraphe est aussi un élément naturel de la pensée. Le paragraphe est, si vous voulez, un mini-essai. Une phrase d'introduction est nécessaire pour présenter l'argument. On développe ensuite l'idée contenue dans l'argument par des exemples. On termine par une phrase de conclusion partielle. Généralement, le paragraphe est l'occasion de la citation ou du commentaire d'un exemple. Mais un paragraphe n'est pas une unité isolée du reste de l'essai. Il est également précédé et suivi par d'autres paragraphes auxquels il est rattaché par des transitions. Si nous analysons un paragraphe, nous allons trouver des mots articulateurs, comme ainsi, par exemple, en effet, pourtant, donc, etc. Ces articulateurs sont des mots ou des locutions qui ont un sens logique et qui assurent l'enchaînement des idées. Et c'est à la richesse et à la variété des modalisateurs et des connecteurs employés dans l'essai que notre correcteur mesure l'aisance de notre style et la finesse de notre raisonnement. Ces articulateurs, ces modélisateurs sont une nécessité intellectuelle et non pas une convention ou une lubie que les correcteurs demandent, car il ne faudrait pas croire qu'il suffit de saupoudrer le texte de mots de transition comme d'abord, ensuite, enfin, pour créer un raisonnement. Non, ces connecteurs que je viens de citer n'ont de valeur que lorsqu'ils permettent au lecteur de suivre la chronologie des événements racontés ou décrits, ou à la rigueur d'établir une liste d'arguments. D'ailleurs, on les appelle connecteurs temporels ou chronologiques. Donc, tout artifice ne saurait tromper un correcteur vigilant. Nous devons nous demander quel est le lien logique qui unit le temps de réflexion. S'agit-il d'une cause? S'agit-il d'une conséquence? D'un but? D'une concession? D'une opposition? Ainsi, pouvons-nous articuler les paragraphes au moyen de transitions appropriées. Essayons d'être plus pratiques. Dans la pratique, le problème est à la fois de choisir le terme propre à rendre les nuances de la pensée et de varier les mots de transition pour éviter les répétitions. Si on veut expliquer ou expliciter une idée, au lieu de répéter 2 ou 3 fois l'expression c'est-à-dire, on peut varier en employant en d'autres termes, en bref, en un mot, autrement dit, en résumé. Au lieu de répéter la conjonction de coordination adversative mais, on peut employer par contre, en revanche, cependant, néanmoins, toutefois, à l'inverse, au contraire, pourtant, la conjonction donc pourrait être remplacée par d'où, de là, par conséquent, en conséquence, aussi. La structure, c'est pourquoi on peut remplacer cette structure par de ce fait, pour cette raison, ceci dit ou cela dit, l'expression du moins par encore, tout au moins, seulement. Pour notre sujet, et s'agissant d'argumentation, il ne faut employer des connecteurs logiques, des adverbes ou locutions adverbiales, des conjonctions de coordination, de subordination, et tout dépend de la relation logique qu'on voudrait exprimer. Si c'est une relation logique de cause, on emploie par exemple en effet, car, étant donné que pour une relation logique de conséquence, on peut employer donc, c'est pourquoi, de façon que pour une relation d'opposition, on peut employer alors que, mais, cependant. Mais si c'est une relation de concession, alors il vaut mieux employer bien que, même si, encore que, tout dépend de la relation logique et de la nuance que l'on veut mettre en valeur. S'agissant également d'articulation des étapes d'un raisonnement, nous pouvons employer à titre d'exemple
et ou ainsi que pour l'addition d'idées, or, de plus pour le renchérissement, soit pour l'alternative, donc finalement pour la conclusion. Au sein du paragraphe et entre les différents paragraphes, il faut adopter une progression selon des relations logiques. À titre d'exemple, si nous avons une relation logique de cause et que l'on voudrait penser à une progression qu'on pourrait adopter, on justifie l'argument précédent. Alors on emploiera comme mot de liaison, en effet, car. Ce ne sont que des exemples. S'il s'agit d'une relation logique de conséquence, et là, la progression qu'on pourrait adopter, c'est la déduction d'un argument et d'un argument appartenant à un autre déjà argument, puisqu'il s'agit d'un maillon d'une chaîne. Et alors, j'emploierai ainsi, donc, c'est pourquoi. Si maintenant, la relation est une relation d'opposition, où on nuance, où on réfute l'argument précédent, les exemples de mots de liaison seraient « mais », « en revanche »,« pourtant »,« cependant »,« or ». S'il s'agit d'une relation d'addition, pour établir une liste d'arguments, on pourra à ce moment-là employer d'abord, ensuite, en outre, enfin. Je vais maintenant vous proposer une introduction et je vais vous donner des éléments qui pourraient servir à cette introduction. On a souvent tendance à porter des griefs à l'encontre du poète rêveur, soumis à son passé et à son humeur particulière. Deuxième élément, c'est dire que la poésie ne s'assigne aucune mission sociale ou politique. Troisième élément, cet aspect de la poésie répugne à certains qui affirment, et bien entendu, je note l'affirmation. Quatrième, un tel jugement est-il équitable? Cinquième, la poésie est-elle seulement revendication du jeu et du moi? Sixième, le poète ne peut-il pas jouer un rôle de tribun, de leader spirituel? Septième, la poésie personnelle est-elle uniquement l'expression du moi du poète? Les transitions que l'on pourrait proposer, parce que nous avons dit l'autre jour qu'il nous faut une transition entre la première et la deuxième partie. Entre la fin de la première partie et le début de la seconde, voilà la transition que je vous propose. Mais s'il est vrai que son domaine de prédilection est l'âme humaine, le cœur, les souvenirs, la poésie peut s'intéresser à l'histoire proprement dite, celle des faits, des événements. Elle fait figure de mémoire des peuples. Dans son dictionnaire philosophique, Voltaire écrivait « On se demande comment la poésie, étant si peu nécessaire au monde, occupe un si haut rang parmi les beaux-arts. C'est peut-être parce qu'elle prend en charge les interrogations de la collectivité et les sentiments de l'humanité. » Transition proposée entre la fin de la deuxième partie et le début de la troisième. Ces exemples prouvent que le poète n'est pas dans un genre larmoyant et ridicule. Au contraire, il dessille les yeux de ceux qui vivent avec lui. Il se libère de son passé et demeure profondément engagé. On pourrait même dire que sa poésie personnelle elle-même va au-delà de l'expression du moi. Insensé, toi qui crois que je ne suis pas toi, disait Victor Hugo. Son activité n'est pas obsolète ni dérisoire, et il est loin d'être coupé du monde des réalités. Comme nous avons dit tout à l'heure, lorsque je vous ai proposé le schéma, nous avons une introduction, nous avons un corps du devoir où il y a bien entendu les deux parties, la thèse et l'antithèse.
Je viens de vous proposer des transitions entre la première et la deuxième partie. Et maintenant, je vais vous proposer une conclusion. Et ce n'est qu'une proposition. Voici des éléments pouvant servir à la conclusion. Élément numéro 1. À la lumière de tels faits, la poésie est l'expression d'un individu. Mais elle peut aussi être l'expression de l'humanité tout entière. Deuxième élément, le jugement étudié n'est donc justifié que pour quelques poètes, peut-être, et ne résiste pas à un examen approfondi. Troisième élément, le poète, chacun peut trouver résonance en lui, en son ton de bienveillance et de douce philanthropie. Chacun peut s'approprier ces mots. Avant de clore la séance, je voudrais revenir sur les points qui me semblent essentiels. N'oubliez pas, nous avons devant donc nous un sujet. Je ne dois pas oublier de lire le sujet au moins 2 ou 3 fois, de faire attention aux libellés de sujet, c'est-à-dire de souligner les mots-clés, d'essayer de comprendre ces mots-clés et de les placer dans leur contexte parce que le mot pourrait avoir une explication lorsqu'il est seul, isolé, et avec d'autres mots, le mot pourrait changer de couleur et de tonalité. Donc, il faut faire attention. J'explore donc les mots-clés. J'explore, comme je vous ai déjà dit l'autre jour, les expressions qui traduisent la pensée de celui ou de ceux qui ont émis le jugement. Je n'avance pas directement, n'est-ce pas, mon point de vue, parce que je dois discuter, n'est-ce pas, la thèse. Même si je suis contre cette thèse, même si je n'adopte pas cette thèse, je dois la discuter avant de passer à l'antithèse. Et je dois toujours laisser en tête que l'expression écrite est un exercice à caractère contraignant. C'est-à-dire, moi, je ne traite que le sujet. Et je dois penser, à l'instar d'un architecte et d'un ingénieur, à cette cohérence, à cet équilibre qu'il doit y avoir entre les différentes parties de mon expression écrite. Une expression écrite, c'est comme un édifice. Il me faut donc des piliers qui sont des exemples à mes arguments que j'avance. Si j'avance un argument, il me faut soutenir cet argument par un exemple et cet exemple doit être pertinent pour cet argument. Maintenant, si j'ai une citation, je n'introduis pas n'importe comment ma citation. Et si j'ai une citation qui ne correspond pas à cet argument, eh bien j'écarte cette citation. Je ne suis pas obligé d'utiliser cette citation. Je n'utilise une citation que lorsque la citation est au service de l'argument. Maintenant, comme je vous ai déjà dit, nous avons l'introduction, nous avons donc les 2 corps, c'est-à-dire le corps du sujet, les 2 parties, le développement, et nous avons là la conclusion. La conclusion, je dois non seulement récapituler ce que j'ai déjà dit dans la première et la deuxième partie, mais en même temps, je dois permettre à mon lecteur une certaine ouverture. La conclusion ne doit pas clore, puisque le débat reste toujours à discuter, puisque le problème soulevé, que ce soit par les gens qui ont émis l'affirmation ou par les gens qui ont des idées contraires à cette affirmation, le débat continue. Et je laisserai, n'est-ce pas, à mon correcteur cette aération, cette liberté pour la continuité de ce débat. Et je vous remercie.